Maurice Omo, qu'est-ce que, après ceci, sur le divorce, les conséquences du divorce aussi, et les enfants qui sont généralement impliqués dans cela? Oui, on ne dira jamais assez. Hein. Dans le couple, on vit pour les enfants, essentiellement. C'est-à-dire que lorsque dans un ménage, les enfants arrivent déjà, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend, c'est dans le sens de donner un avenir aux enfants. Alors, quelqu'un disait, soit je vis, soit je meurs, que je vive ou que je ne vive pas, dans tous les cas, je vis à travers mes enfants. Bon, cela est hautement significatif. En d'autres termes, lorsque vous avez achevé de donner aux enfants ce qu'il y a d'essentiel et que vous ne le leur donnez plus, en fait, vous avez vous-même cessé d'exister. Vous n'existez que parce que les enfants sont dans le bien-être, parce que vous également, à un moment donné de votre existence, vous avez bénéficié de l'ensemble de ces choses et ça se passe comme dans un relais, comme dans un pont. C'est-à-dire, vous donnez ce que vous avez reçu. Vous avez reçu la vie des parents. C'est vrai que c'est Dieu qui la donne. Vous avez reçu la vie des parents, vous l'avez transmise sur des gens, vous avez reçu une éducation, vous devez vous rassurer à ceux qui viennent qu'ils aient cette éducation. Mais voilà que du jour au lendemain, n'est-ce pas, vous décidez dans un égoïsme exacerbé, il faut le dire, parce que en ne pensant qu'à vous-même et à vous seulement, n'est-ce pas, vous avez décidé de ne pas prendre en compte le fait que vous êtes d'abord ensemble pour le bien-être des enfants. Vous décidez par exemple de vous séparer, comme Cathy disait tout à l'heure, le cas de divorce qui arrive, sans vous poser des questions essentielles. Qu'adviendra-t-il des enfants que nous avons? Alors, d'où la question que vous avez très bien posée, et les enfants dans tout ça? C'est souvent très facile, hein, lorsque le divorce est consommé ou que les parents ont décidé de se séparer d'une façon ou d'une autre, que la maman ait retrouvé le bon gars qui était d'ailleurs déjà là avant même que le divorce. Le type, lui, était déjà là. Ils avaient déjà commencé l'affaire là depuis. Ils attendaient juste qu'il se sépare là pour que lui, il parte se retrouver. C'est pareil pour l'homme bon, pour l'homme, c'est naturel. Voilà. Donc, lui, il était déjà là-bas dans ces histoires-là depuis très longtemps. Sauf que là, maintenant, il prend sa liberté. Peut donc être pris en gros par la tisa. C'est comme ça que vous appelez? La tisa. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc... La maîtresse. Bon, par la maîtresse. Et donc, du coup, chacun est à l'aise dans son petit coin. Et les enfants, dans tout ça. Vers qui devront-ils aller? Parce que les enfants, eux, n'ont pas de maîtresse. Les enfants, eux, n'ont pas c'est pas de copains. Et donc, du coup, ils vont vers où? Comment est-ce qu'ils vont vivre cette séparation? Quelles étaient les attentes de ces enfants dans le cadre du ménage où ils étaient? Et quel est leur avenir désormais que mère et père ne sont plus là? Voilà en fait autant de questions qui me semblent être celles que Cathy a posées et pour lesquelles elle a essayé, n'est-ce pas, de... Ouais. Mais moi, je voulais savoir, dans un premier temps, les causes, d'abord même les causes du divorce, quelles peuvent être les causes d'une séparation de parents? Bon, vraiment, c'est un sujet si large, très, très large, si grand qu'en réalité, nous passerions toute une journée ici à essayer de savoir. Même des semaines. Parce que nous sommes ici dans l'ordre de ce qu'on appelle les sciences humaines. Dans les sciences humaines, chaque cas est spécifique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ressortir, n'est-ce pas, des génériques en matière de cause pour dire que voici en général ce qui est à la cause. Exactement. Parce que lorsque vous allez dans les tribunaux, par exemple, pour suivre les causes, les raisons de divorce, il y a toujours une nuance entre les couples, hein, qui fait que les causes soient différentes les uns des autres. Bon, c'est-à-dire d'un couple à un autre. Bon, maintenant, plus généralement, il faut dire que l'essentiel, c'est comment est-ce qu'il faut résister au divorce? À quel moment est-ce que l'homme et la femme décident véritablement de se séparer? Voilà, question à 2 000 euros. Il y a en psychologie ce qu'on appelle la phase d'exacerbation. C'est-à-dire que
un homme et une femme qui vivent ensemble, quel que soit le différend, ils acceptent malgré tout d'être ensemble. Il existe ce que les gens appellent, entre guillemets, bon, Mireille peut me dire, Cathy, même toi, vous pouvez me dire ce que c'est l'amour. Je ne sais pas ce que c'est, moi. Bon, maintenant, vous allez m'expliquer peut-être ce que c'est. Mais dans tous les cas, on sait seulement que quand entre un homme et une femme, cet amour existe réellement, effectivement, le divorce devient difficile à arriver. C'est-à-dire qu'au nom de l'amour qu'on a l'un pour l'autre, on veut bien se séparer, mais on a le cœur qui bat, on ne supporte pas l'absence de l'autre, on s'imagine mal son gars dans les bras d'une autre femme ou sa femme dans les bras d'un autre mec. Bien tout cela en raison de l'amour que l'on a l'un pour l'autre, le divorce devient difficile. Mais il peut arriver la situation où on est exacerbé et l'indifférence arrive. C'est-à-dire que le moment précis où un homme peut regarder sa femme rentrer dans un hôtel avec un mec et ça ne lui dit absolument rien. C'est-à-dire qu'au fond de lui-même, il n'a aucun ressenti, ni en termes de jalousie, ni de gêne ou de quoi que ce soit. Là, ça devient dangereux. Et là, attention. Ou alors une femme qui dit, on dit, voilà votre mari qui est là-bas avec une femme dans une chambre. Il dit, laissez-la, qu'elle m'aide un peu. Voilà, des choses comme ça. Vous comprenez donc quelque part le sentiment naturel qu'on appelle l'amour, qui existe entre les deux, a foutu le camp et maintenant il ne reste plus qu'une petite étincelle qui va venir parce que c'est un problème d'argent qui est arrivé, parce que c'est un problème des enfants, d'éducation, au-delà de l'éducation des enfants. Pour un détail de rien du tout, on estime que c'est largement suffisant pour que chacun aille de son côté. Et après un divorce, M. Somo, il y a déjà divorce. Les enfants sont dans la maison à gauche, d'autres sont dans la maison à droite. Ils sont départagés, ils sont entre deux maisons, alors qu'au début, c'était dans une seule maison. Moi, je veux savoir les conséquences, M. Somo, que ces enfants peuvent subir en se partageant dans les maisons. Quelles sont les conséquences? Non, ce qu'on appelle la structure familiale est le socle de la société. C'est à travers la famille, c'est-à-dire que dans la gestion des rapports entre les enfants entre eux, les enfants-parents, les parents entre eux, que se structure la famille, la société plus globalement. Les enfants apprennent à vivre en société à travers le climat et tout ce qui se passe au sein de la famille. Bon, alors, maintenant, généralement, les relations entre les enfants et les parents sont délicates. C'est des relations assez délicates. Et qu'on le veuille ou non, on a souvent l'impression, n'est-ce pas, que la maman est beaucoup plus proche de certains enfants que d'autres. Pareil pour le papa. On pense que le papa est plus proche d'un enfant que de l'autre. Et les enfants, eux, ils le démontrent à suffisance. C'est-à-dire que si papa et maman sont là à l'entrée de la porte et qu'ils reviennent de l'école et qu'il faille embrasser, il va aller forcément sur l'un de le premier avant d'aller chez le second. Non pas que l'autre ne l'aime pas ou qu'il n'aime pas l'autre, mais en fait, il y a une force affective plus importante de l'enfant vers un enfant ou du parent vers un de ses enfants. Voilà, ça existe. Maintenant, quand les parents décident de se séparer, vous voyez que les enfants sont les premiers qui ressentent cette séparation. Parce qu'ils aiment. Regardez les enfants jouer dans un couple qui est parfaitement en harmonie. Regardez les enfants jouer. Il tombe sur maman. Il dit, maman, tu vois, l'autre m'a fait ceci, m'a fait l'autre ceci. Après, il quitte là, il va vers papa, n'est-ce pas, tu entends, j'ai dit à maman que l'autre maman ne veut rien faire. Maman ne veut rien dire. Ceci démontre à suffisance le bonheur qu'il y a pour un enfant de voir ses parents ensemble. Voilà. Ça, c'est sur le domaine purement de la vie de famille, Bien. L'enfant, en naissant, a intégré qu'il est le produit de deux personnes. Et à un moment donné, lorsque les deux personnes se séparent, il y a un questionnement fort qui l'embarrasse énormément. Comment être avec l'un des parents sans forcément vexer l'autre parent? Voilà. C'est un peu l'affaire de la vérité
qu'il y a dans cette histoire-là. Donc, et du coup, donc ça peut aller dans tous les sens. Les conséquences, vous le savez, ça va dans tous les sens. Les enfants ne peuvent plus se concentrer, ils sont tiraillés à gauche et à droite. Ils vivent une situation de, j'allais dire, de délabrement mental total et ne trouvent plus le socle nécessaire qui va faire l'objet de leur épanouissement dans la société. Now, I just want to find out, Mr. Morris, before divorce, right? If like the parents decided that they want to divorce, what details about divorce are they supposed, a child is supposed to know, or the children are supposed to know? Bien, ça vous parlez d'un cas de divorce vraiment rare, où ça dit que ce cas de divorce où un homme et une femme décident qu'un jour, asseyons-nous, nous allons divorcer. Et comme nous allons divorcer là, essayons de voir ensemble ce que nous allons faire de nos enfants. En général, ce problème-là se pose quand on est déjà au tribunal. C'est-à-dire que quand on est déjà au tribunal, c'est en ce moment que la question se pose en réalité, c'est qu'est-ce que nous allons faire de nos enfants? Qu'est-ce que nos enfants vont vivre? Pour les enfants, ce qui est sûr, ils sont les plus malheureux parce qu'ils vivent progressivement la décrépitude du tissu familial à travers la désintégration de la relation entre leur père et leur mère. Parce qu'en général, le divorce n'est pas quelque chose qui arrive du coup là, c'est-à-dire que sur le coup, sauf pour des cas extrêmes. C'est-à-dire que des cas extrêmes d'un homme qui avait dit un jour à sa femme, le jour que j'aurai la preuve sûre et certaine que tu m'as trompé, eh bien, nous allons nous séparer. Bon, dans ce cas, il peut avoir filé sa femme pendant de longues dates et le jour où il a sa preuve, il n'a plus besoin de passer par 4 chemins. Allez, on va directement en citation directe. Les enfants n'ont pas le temps de voir cette décrépitude. Mais en général, les enfants regardent cela et vivent forcément dans cette situation. C'est-à-dire qu'ils se détruisent en même temps que se détruit la structure ou, si vous voulez, le noyau familial. Voilà. Wow. Mais au niveau du tribunal maintenant, M. Somo, le juge se base de quels critères pour attribuer l'autorité parentale? Ça vous posez là une question de droit. Une question de droit. Je crois que Cathy, que j'ai souvent entendu, j'ai l'impression qu'elle a une culture de droit. On peut appeler un juriste pour savoir. Pour cela, c'est... Pourquoi il se base? Le juge, quand il veut prendre sa décision, il s'appuie généralement sur un certain nombre de critères. Je vois là où tu as vu plus loin, à savoir, est-ce que le juge prend en compte le lien affectif qu'il y a avec l'un et l'autre pour décider tu vas là ou tu vas là. Généralement, on pose parfois la question à des enfants, majeurs ou non, avec qui ils souhaitent aller rester. Ouais, on leur pose la question. Et je vous dis, on est souvent surpris. On est souvent surpris. Les enfants ne vont pas rester à vous dire, on ne sait pas, on ne va aller chez personne. Ils vont se regarder. Généralement, et c'est ça qui est souvent pitoyable, c'est le moment d'un déchirement, d'un délitement inexplicable dans la plupart des couples. C'est-à-dire le moment où on demande à un enfant de choisir entre son père et sa mère. Et parfois, on est même amené à lui imposer le choix parce que quelque part, le juge, lui, il est obligé de se prononcer. Donc, c'est une situation catastrophique. Bon, dans tous les cas, je crois que si nos juridictions pouvaient nous entendre, on se dirait, bon, ok, tout faire pour que ce genre de questions ne soit plus posées aux enfants, tout au moins publiquement. Voilà, et qu'on laisse, à travers les comportements et les attitudes d'enfants, la liberté d'aller chez qui ils veulent, le moment venu, au besoin d'aller chez chacun de ses parents. C'est une question, à mon sens, qui, du point de vue de l'éthique, de la morale, est une question extrêmement mauvaise. Et sur le plan psychologique, par exemple, le plan psychologique, est-ce qu'on peut déterminer parfois le cas des enfants? Parce que est-ce que les parents ont pesé avant de pouvoir prendre leurs décisions. C'est exactement ce que nous disions avant, c'est que généralement, ce que j'appelais de l'égoïsme avéré, exacerbé, aucun parent ne s'est jamais véritablement posé cette question au départ. Mais on va le constater beaucoup plus chez les femmes, beaucoup plus chez les femmes. Oui. Une femme va te dire facilement, je ne vais pas, je vais rester. Je ne pars pas, je reste là pour mes enfants. Quel que soit le traitement que tu vas m'infliger, je ne partirai pas, je vais rester ici dans cette maison parce que je dois veiller sur mes enfants.
Bon, maintenant, est-ce que c'est vraiment pour les enfants qui restent ou bien est-ce qu'elle a peur qu'une autre femme vienne prendre son mari ou bien c'est réellement qu'il ne veut pas qu'une autre femme vienne prendre la relève de l'éducation de ses enfants. En fait, c'est même beaucoup plus la question qu'on se pose. Alors, donc, du coup, forcément, c'est en ce moment que certaines questions se posent beaucoup plus chez les femmes que chez les enfants. Et beaucoup moins chez les hommes, parce que vous allez voir, notre société qui est essentiellement machiste donne la liberté à l'homme, après qu'il se soit séparé, de prendre facilement une autre femme et de prendre en charge le relais de l'éducation des enfants. Cela ne créerait aucun scandale. Mais généralement, les femmes, lorsqu'elles sont parties d'un ménage, si elles s'est mises très rapidement avec un autre type, les langues vont se délier, on dira tout. Voilà, en fait, c'était déjà comme ça avant, c'est elle qui a, c'est elle. Donc, c'est ça qui fait que généralement, l'homme est plus ancré à ne pas se poser des questions sur ce que les enfants vont devenir parce que la société semble le lui avoir autorisé, mais beaucoup moins à l'homme, beaucoup moins à la femme. D'ailleurs, voici un homme, il va te dire qu'il n'est pas très prêt à prendre une femme qui a déjà des enfants. C'est clair. Et une femme, vous êtes là, vous les femmes, vous êtes souvent plus prêtes à aller chez un homme, même s'il a déjà des enfants. Vous êtes très prête à lui dire, bon, quand j'arrive quand même les enfants, que je vais trouver tes enfants, ce sont mes enfants. Bon, mais c'est vrai que quand elle rentre dans le ménage, commence alors le vrai problème, c'est que, bon, j'ai trouvé les enfants, mais il faut que nous, on en fasse au moins un. Voilà le type qui a déjà 3 enfants ou 4 enfants. La femme arrive, bon, il faut en faire un, puisque la femme qui arrive voudrait vraiment que l'héritage de cette famille soit partagé entre quelqu'un qui est de son propre sang à elle. Et donc, du coup, c'est un enfant, c'est 2 enfants, et voilà comment on défie toutes les lois du planning familial. Oui, mais est-ce qu'au tribunal, je vais un peu revenir en arrière, est-ce que lorsque le juge a donné l'autorité parentale à l'un des couples, est-ce que l'autre perd complètement les droits sur l'enfant? Non. Non. J'ai un cas de divorce, je suis quelqu'un de divorcé. Personne ne perd le droit. Moi, j'ai divorcé, j'ai eu la garde de mes 3 enfants, mais le père avec un large droit de visite. Donc, il pouvait prendre les enfants quand il voulait, mais on devait s'accorder. Sauf que mon cas était différent, dans ce sens que après cette décision, le père a décidé de fuir avec les enfants. Est parti avec les enfants. Mais j'avais obtenu la garde exclusive des enfants. Mais chez nous, on ne nous a pas demandé qui viendra, tu peux aller chez qui, tu peux aller chez quoi. Mais on a été entendu par le substitut du procureur qui te demande, à chaque parent, tu veux les enfants ou bien est-ce que tu veux que l'autre part, parce qu'il y avait un enfant qui avait déjà plus de 7 ans. Donc on disait, on prend les deux autres qui ont moins de 7 ans, ils sont avec toi. Celui qui a 8 ans, il va avec son père. Moi, j'ai répondu au juge, je ne peux pas séparer mes enfants. C'est mes enfants, ils doivent rester ensemble. Si vous pouvez, vous me donnez tous les enfants. Si vous voulez, vous décidez. Moi, je voulais les enfants. Le père aussi voulait les enfants. Donc, c'était un cas typique, un cas un peu... Son cas est compliqué. Le père s'est enfui avec les enfants et puis elle n'avait même plus les droits sur les enfants pendant beaucoup d'années. Mais pourtant, j'avais la garde si je pouvais porter plainte aussi. Nous sommes ici dans l'ordre de la bêtise humaine. Voilà. Nous sommes dans l'ordre de la bêtise humaine parce que vous le vouliez ou non, l'équilibre mental et psychologique de l'enfant réside dans la relation qu'il a avec les 2 parents. Et chacun des 2 parents a un rôle fondamental à jouer auprès de l'enfant. Alors, extraire les enfants de l'environnement de sa mère ou de son père sous le fallacieux prétexte qu'il est dangereux, qu'il est X ou Y chose. Bon, je crois que là, c'est ignorer que la complexité de l'éducation de l'enfant et la complémentarité des 2 acteurs que sont les 2 parents dans le cadre de l'éducation de l'enfant. Maintenant, certains gens vont vous dire, là où elle est allée se marier, l'environnement est mauvais.
ou bien elle est restée célibataire, elle ne se marie plus, il y a plein de gars, il y a plein de mecs qui viennent à la maison et ce n'est pas une bonne éducation pour mes enfants. Je note, Monsieur Somo, Oui. qu'il y a eu toute une panoplie d'enquêtes entre les assistantes sociales qui venaient vérifier, entrer dans les chambres. Il y a toute une enquête qui se fait. Wow. Il y a toute une enquête. Oui, je suis d'accord, hein, je suis d'accord avec vous. On regarde ta masse salariale. Oui, ça c'est des éléments objectifs. Voilà. C'est des éléments objectifs, mais il faut savoir que l'être humain, par essence, est changeant en fonction des circonstances. Exact. Vous voyez, vous allez me dire, Mireille, vous avez pris la décision de garder vos enfants et de garder une certaine probité morale dans votre maison. Oui. Il y a des femmes qui le disent, je Oui. prends mes enfants ben, pour le bien de mes enfants et pour la probité morale, pour qu'ils soient bien éduqués. Je n'accepterai pas qu'il y ait chez moi X ou Y. C'est ce que j'ai fait. Je ne veux pas. Oui. Je ne veux pas un mec qui me fait la cour, je lui dis, OK, on se voit où tu veux, mais jamais chez moi parce que j'ai des enfants. C'est une possibilité. Mais la réalité de la vie nous met souvent dans un contexte où tout ce qu'on a voulu mettre sur pied comme règle fout le camp. Par exemple, vous pouvez vous retrouver dans une situation de ce qu'on appelle une indigence économique. C'est-à-dire que vous ne parvenez même plus à trouver de quoi manger, y compris de quoi nourrir ses enfants. Et vous tombez sur un gars qui vous dit, bon, écoute, moi, je ne suis pas du style à t'amener par-ci et par-là. Si tu veux qu'on se mette ensemble, il faut que je vienne à la maison, il faut que tu me présentes aux enfants, il faut que je connaisse quand même qui ici, ici et là. Vous arrivez à une situation où vous êtes contraint de le faire par indigence économique. Mais vous pouvez également le faire par indigence affective. Vous êtes là, vous avez 3 enfants, 4 enfants à la maison. Aucun gars sérieux qui le sait ne veut se présenter. Le seul qui se présente a une condition, c'est qu'il faut que je puisse de temps en temps venir dormir à la maison. C'est que je ne peux pas accepter. Vous dites sur un plateau de télévision, madame, à Mondiovision, que vous ne pouvez pas accepter. Ça, vous le dites. On parle, quand je parle de vous, je ne parle pas de Amba. Oui, je ne vous parle pas. Non, Je parle de Cathy, je parle de Mireille, je dis, ce type de situation, c'est une situation récurrente. C'est-à-dire que où une femme a des principes moraux pour lesquels elle dit, je n'en mettrai jamais pour mes enfants, qu'un homme vienne chez moi et que, par exemple, mes enfants, en se levant le matin, trouvent la chambre de leur maman qui avait l'habitude d'être ouverte, fermée, parce que simplement, il y a quelqu'un qui dort là-dedans. Mon frère. Mais maintenant, ils mangent quoi? Elles mangent quoi? Les enfants mangent quoi? Ils n'ont rien à manger. Voilà un type qui, d'ailleurs, se propose de louer cette maison. C'est-à-dire qu'un type met la main dans sa poche, c'est lui qui paye désormais le loyer de cette maison. Et vous lui dites, parce que les enfants sont là, tu ne viendras pas. Non. Ah, ça peut vous compliquer. Bon, il y a tellement de choses qui peuvent contraindre les uns et les autres à traverser des principes moraux. Donc, cet aspect-là, faisons très attention. Maintenant, s'il faut revenir à la question de Mireille Grace, je veux que M. Somo me dise un peu, quelles sont les conséquences pour ces enfants qui ont été, qu'on a empêché de voir leur maman pendant au moins 10 ans? Quelles sont les conséquences que ces enfants peuvent avoir? Le fait d'être empêché de voir... On appelle ça la rupture du lien affectif. Le lien affectif, c'est-à-dire que l'enfant, par essence, au fond de lui, est heureux de se coucher sur maman quand elle rentre à la maison. Voilà. Et je vous dis qu'il y a des enfants, et j'aime pas beaucoup quand je suis sur un plateau de télévision de prendre mon propre cas, mais je dis, j'ai un garçon chez moi qui est déjà ingénieur. Il a 22 ans. Et lorsque je suis à la maison, dans ma chambre, ce type est toujours couché là. C'est-à-dire que dans mon lit, dans ma chambre. Je dors là, il prend même... Ah bah là, il y a votre réalisateur qui sait de quoi je parle. Alors, il met, c'est-à-dire qu'il est content, il prend un pied, il me pose dessus, il est content. Ma fille est en 4e année
Elle est en 4e année. Elle a 20 ans. C'est la bagarre tous les jours entre elle et sa mère dans le lit. C'est-à-dire qu'elle veut se coucher là où sa mère est couchée. Parfois, nous sommes 3 dans le lit. C'est-à-dire qu'elle est couchée là au milieu, maman de l'autre côté, papa de l'autre côté. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, cette chaleur parentale est quelque chose de fondamental dans l'épanouissement d'un enfant. L'enfant est heureux lorsqu'il voit son père ici et sa mère là-bas. Lorsque un des deux parents lui manque, il y a quelque chose qui lui manque. Oui, ça dit que si c'est une fille, elle va venir, alors que son grand frère ne lui a rien fait, il vient comme ça, dit, inventer quelque chose. Papa, ma soeur ou mon frère m'a fait ceci, m'a fait cela. C'est pour attirer l'attention, pour savoir que les parents sont attentionnés sur sa personne. C'est des petits gestes de lien affectif qu'il y a. Et lorsque ça n'existe pas, les enfants sont malheureux. L'enfant est malheureux lorsqu'il arrive à l'école, il voit comment des parents unis viennent déposer leurs camarades. Et lui se rend compte que son père et sa mère ne peuvent pas faire pareil. Ça crée ce qu'on appelle une forme de frustration. Et cette frustration a des conséquences, y compris sur le plan du mental, sur le plan de la motivation, sur le plan même de la cognition. C'est-à-dire que l'enfant commence à ne plus produire de bons résultats à l'école parce que quelque part, il est frustré. L'environnement familial n'est pas adéquat pour qu'il donne l'effort. L'enfant, parfois, fait des études pour faire plaisir à ses parents. Mais lorsque ses parents ne s'y intéressent même pas du tout, il manque ce qu'on appelle des repères. Voilà. C'est-à-dire qu'un repère sur lequel il peut fonder l'effort qu'il fait à l'école. Voilà, I just want you make mention of something here, and it's kind of it makes me to think of somebody. Now, why is it that it's very easy for a man to move on so easily? Like, it's very easy for them to move on after their divorce. You see a man living with the children, with his children at home. He comes home every day with faces of different women at home, and we present them easily to his children. Meanwhile, on the case of a woman, it's so difficult for a woman after divorce to even present a man to her kids. C'est un problème social. C'est un problème social, un problème de représentation sociale. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons une société qui est essentiellement machiste. C'est-à-dire que depuis les temps, l'homme s'est imposé dans la société comme le sexe dominant. Et en tant qu'être dominant, il fait tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait en société, c'est en fonction des intérêts à lui et pas forcément pour la femme, qui est quelque part reléguée au second plan. Cette tradition machiste l'a été même sur le plan judéo-chrétien. Excusez-moi d'utiliser cette thèse. C'est-à-dire que même du point de vue de la Bible, on a accusé la femme d'être celle qui allait prendre le fruit interdit et a donné l'homme. Et jusqu'aujourd'hui, nous demandons à la femme de s'excuser pour le fruit interdit et le fruit défendu qu'il a fait manger aux gens. Donc, en fait, même l'Église a confirmé, ou si vous voulez, a contribué à cette montée machiste de la société. Et du coup, quand c'est vous le patron, on ne vous pose pas de questions sur ce que vous faites. Vous êtes libre de faire ce que vous faites. Il n'y a pas un scandale sur ce que vous faites parce que c'est vous le boss, c'est vous le patron. L'homme, par essence, est libre de se mettre en polygamie. On accepte très mal la polyandrie dans notre société. D'ailleurs, des cas de polyandrie, c'est rare, on ne va pas en trouver, mais les cas de polygamie. Si dans le cas d'une polygamie, un homme peut se mettre avec une femme, puis avec une deuxième femme, puis avec une troisième femme, pourquoi voulez-vous que lorsqu'elle s'est séparée d'une d'elles, elle ne prenne pas une deuxième et qu'elle mette à la maison? Cela paraît comme quelque chose de naturel. Mais chez la femme, ce n'est pas permis. Une femme, dès le jour où vous avez trahi votre mari, et qu'il est évident que vous l'avez trahi, vous avez perdu vis-à-vis de la société, vous êtes réduit à la dimension essentielle, c'est-à-dire que vous n'êtes plus rien du tout dans la société. La société vous pointe du doigt. Vous voyez cette femme-là, elle a été infidèle à son mari. Mais vous ne verrez jamais un mec qui passe, qui a une nouvelle femme,
on va lui dire ça, c'est un gars qui est fort. Vous le voyez là, en dehors de sa femme, il a déjà X, Y. C'est comme ça. Donc, c'est notre société qui a ainsi été structurée. Aujourd'hui, on demande, depuis que vous avez commencé, les femmes ont lancé le combat de Beijing, selon la dialectique du maître et de l'esclave, on souhaite que les valeurs commencent à s'inverser. Et de plus en plus, on observe, aujourd'hui, il y a des femmes qui se lèvent, des courants de revendication qui se lèvent pour demander aux femmes de lever le ton et dire, si tu fais cela, moi aussi je fais cela. J'ai l'égalité sur certaines choses. Oui, bon, il y a des femmes qui lèvent déjà le ton, je ne sais pas, on ne sait pas très bien jusqu'où ça va aller, mais dans tous les cas, on observe quand même que l'esclave, qui était la femme, tente à se rebeller, et l'homme qui a longtemps dormi dans cette situation, dans le confort de ce qu'il est dominant, va être désormais dominé. Aujourd'hui, les femmes ont tendance à devenir plus infidèles que les hommes dans les ménages. Voilà. C'est l'observation de fait. Pourquoi tu as fait voilà. Mr. Mori, you're very correct, but they are doing that because men actually push them in doing that. But you just said it that it's very normal for a man to cheat. C'est un autre débat que vous voulez, Cathy, c'est un autre débat que vous voulez soulever là, qui peut aussi demander qu'on nous donne même 5 heures d'émission. Voilà. La question que je voudrais poser. Est-ce que c'est l'homme qui envoie la femme dehors ou c'est la femme qui envoie l'homme dehors? Est-ce que, bon. There are a lot of questions. Je voudrais poser une question. Quand il y a divorce, moi je vois ça. Oui. C'est pourquoi nous évitons, j'évite de parler de certaines choses comme nous avons des enfants qui sont autour de nous là maintenant, en ce moment. Voilà. Il y a pas les enfants devant nous. Si peut-être Cathy et moi on est mariés, Please, on n'est pas mariés, dis-moi l'exemple. Si Cathy et moi on est mariés, on divorce. Maintenant, dans quel cas est-ce que la résidence alternée des enfants, on peut accepter? C'est-à-dire que c'est le juge qui décide. Dans quelle situation est-ce qu'on peut accepter une résidence alternée? C'est-à-dire que j'ai l'enfant pour 2 semaines, Cathy a l'enfant pour 2 semaines. J'aime bien ça. Oui, bon, c'est vrai. C'est vrai que c'est du droit, ça relève du droit, mais ça relève également de la morale. Parce qu'en fait, l'équilibre de l'enfant voudrait que les enfants soient et les 2 parents à la fois. La loi ou le droit, si vous voulez, se fonde sur ce que la société pense qui est bien pour l'enfant, pour tout le monde. Et c'est pourquoi, en disant par exemple qu'il y ait une visite alternée, ou qu'il y ait des possibilités pour l'enfant d'aller chez X ou Y, c'est pour que l'enfant soit dans son ensemble protégé. Mais Monsieur Somo, je voudrais poser juste une question. Je veux savoir, parce que comme tout à l'heure vous disiez que les enfants les mamans ont tendance à pouvoir supporter, à dire ok, je reste pour mes enfants. Et bon, maintenant, est-ce qu'elles vont rester au prix de leur vie aussi en même temps? Est-ce que si elles décident de partir et puis par la suite, ça devient autre chose? Parce que la société dira c'est elle qui a demandé le divorce, c'est elle qui est partie, elle sera pointée du doigt, comme si c'est elle la faute, à elle que revient la faute d'avoir demandé ce divorce-là. Au prix de, justement, parce que peut-être elle voulait sauver sa vie. On a vu ce cas de cette artiste nigériane qui vivait le calvaire, personne ne pouvait imaginer, jusqu'à ce qu'elle décède. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'elle était maltraitée et que les enfants aussi subissaient la maltraitance dans la maison. Bien, dans tous les cas, tout parent digne de parler. Et je vous ai toujours dit qu'il y a 2 mots, le parent et le géniteur. Le géniteur, c'est celui qui accouche l'enfant. Bon, je vais pas aller plus loin parce que nous avons nos enfants devant nous. Maintenant, le parent, c'est celui qui prend en charge, c'est-à-dire qui décide de s'occuper véritablement des enfants. Et qui fait des enfants le mobile principal de la coexistence au sein du ménage. Et donc, du coup, si vous savez qu'à un moment donné, cette coexistence va mettre en péril ce pourquoi vous êtes dans le ménage, logiquement, une maman digne de ce nom devrait renoncer.
Nous souhaitons que les équilibres soient faits. C'est-à-dire que les mamans cessent de se taire des souffrances qu'elles endurent dans les ménages, afin que l'on recherche une solution qui ne soit pas forcément le fait qu'elles quittent le ménage, mais qu'on trouve une solution qui puisse faire que les enfants grandissent dans le cadre d'un ménage constitué d'un père et d'une mère.